Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver avec nos étudiants du groupe Osons l'industrie du futur pour ce nouveau live IMT, donc pour l'industrie du futur. Je me présente, je suis Martine Assar, responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la direction générale de l'Institut Mines Télécom et je coordonne ce projet interécole qui réunit donc plusieurs étudiantes et étudiants de nos différents campus pour explorer avec eux tous les mois des sujets variés qui sont tous liés à l'industrie et qui englobent à la fois des aspects technologiques, mais pas que, puisque nous envisageons aussi, comme ce soir, des enjeux organisationnels et managériaux. Alors, pour aborder ce sujet qui est d'une importance essentielle pour l'industrie, mais on va dire pour toutes les organisations, pour notre société en général. Ce soir, il sera question de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et particulièrement dans le secteur industriel, on le sait, de plus en plus ces dernières années, en tout cas depuis la crise Covid, eh bien, l'industrie, c'est un secteur qui est confronté à des pénuries de compétences et alors même qu'il pourrait bénéficier de l'import, de l'apport, de l'intégration, donc de nouveaux talents, de d'autres profils qui sont moins connus. Alors, nous explorerons comment cette inclusion peut répondre à des besoins de recrutement de maintien aussi dans les postes de travail donc de ces personnes pour pouvoir leur offrir des opportunités équitables par rapport à tous les collaborateurs d'une organisation. Alors, avec moi ce soir, déjà deux étudiants qui vont co-animer ce live et à qui je laisse tout de suite la parole pour se présenter. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Je m'appelle Maxime, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur à l'IMT Nord-Europe, spécialité énergie-environnement dans la ville de Douai. Inès, je te laisse te présenter. Oui, merci Maxime. Bonjour à tous, bonjour à nos invités. Je m'appelle Inès Beradi, je suis en troisième année en alternance à l'école des mines d'Alès pour informatique et réseau de développement logiciel. Merci Merci. Maxime et merci Inès. Alors avec nous pour aborder ce sujet, eh bien nous avons plusieurs invités. On commence par Sarah Richard. Donc Sarah, vous êtes professeure associée chez Audencia Business School. Carole Hang, vous êtes chargée de mission diversité et inclusion, responsable handicap à la direction des ressources humaines de MBDA. Denise Taouk, vous êtes présidente de l'association Formotisme. Et Natacha de Saint-Vincent, vous êtes dirigeante de l'entreprise Filmaï. Donc, vous aurez loisir avec Inès et Maxime de vous présenter plus en détail. Avant de démarrer nos échanges, je voulais déjà inviter celles et ceux qui nous suivent à distance à poser vos questions dans l'espace dédié de votre barre de menu en bas de votre écran. Hein, la petite icône avec le point d'interrogation, c'est là qu'il faut aller pour poser vos questions. Et moi, je vous propose juste un tout petit sondage pour mieux vous connaître. Et comme ça, je laisse tout de suite la parole à Maxime pour interroger tout de suite Sarah. À toi, Maxime. Merci Martine. Madame Sarah Richard, je vais commencer par vous poser quelques petites questions. Donc comme Martine l'a dit en introduction, vous êtes associate professor à l'Audencia Business School. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Je suis Sarah Richard. Je suis donc enseignant-chercheur et donc professeur associé à Audencia Business School. Et dans ce cadre-là, en fait, justement, mes sujets de recherche, qui ont démarré en 2012 avec le démarrage de ma thèse, s'intéressent justement à l'emploi des personnes en situation de handicap que j'aborde sous plusieurs angles.
l'angle individuel qui va nous concerner ce soir et je m'intéresse beaucoup aux questions d'identité, justement. Qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce qu'on agit quand on est, entre guillemets, labellisé en situation de handicap? Je mets bien ça entre guillemets, bien sûr. Je m'intéresse aussi au niveau organisationnel. J'ai des études qui portent sur l'entreprise classique, mais également ce qui se passe dans les entreprises dans l'emploi protégé, c'est-à-dire les ESAT, et j'ai aussi des travaux qui portent plus généralement sur la comparaison des politiques handicap et les effets qu'elles peuvent avoir sur les personnes. Donc, voici un peu les travaux de recherche que je mène depuis 2012. J'étais référente handicap pendant un certain nombre d'années quand j'étais avant à l'EM Strasbourg. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez, un peu pour entrer dans le vif du sujet, nous expliquer les enjeux actuels de l'intégration du handicap dans le monde professionnel? Alors, sur les enjeux, donc il y a tout d'abord des enjeux légaux, hein, puisque les lois sur le handicap ne datent pas d'hier, hein. On parle de la loi de 2005, mais celle-ci a eu de nombreuses évolutions, hein, en 2009, en 2015, en 2018. Il y a de nombreuses modifications qui sont régulièrement faites par rapport à certaines dispositions de cette loi et justement, comment est-ce qu'on compte, par exemple, les personnes en situation de handicap ou du point de vue on va dire, des, des pénalités qui sont demandées aux entreprises. Et ce qu'on voit par contre, c'est que malgré ces évolutions légales qui sont quand même régulières, finalement, le taux d'emploi direct qu'on a dans les entreprises, il stagne, hein. On est toujours autour de 3,4, 3,5. En ce moment, même si on a une évolution, là, les chiffres entre 2021 2022, par exemple, il y a une évolution de 0,1. Mais globalement des chiffres qui stagnent, donc malgré des lois qui ne cessent d'évoluer. Ce qu'on a aussi, on a par contre en parallèle une augmentation du nombre de personnes qui vont demander la reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc, par exemple, plus 10% entre 2021 et 2022. Donc, finalement, au bout d'un moment, on risque aussi d'avoir une décorrélation entre les 6% qui sont demandés aux entreprises et puis finalement le nombre de personnes reconnues en situation de handicap qu'on a sur le marché du travail. Donc, c'est même pas parce que les entreprises vont avoir des bons chiffres, entre guillemets, que ça va correspondre à la réalité des chiffres en matière de handicap. Et il y a aussi cette question un peu plus concernant ce qui se passe en entreprise, c'est qu'il y a un enjeu aujourd'hui de passer de la diversité à vraiment des politiques d'inclusion. Et quand j'entends diversité, là, je vous amène quelques éléments théoriques. La diversité, c'est simplement d'avoir des personnes de différentes minorités dont le handicap présente en entreprise. Quand on parle d'inclusion, ça va beaucoup plus loin. On passe de la présence vraiment à une refonte des pratiques organisationnelles. On va s'intéresser au leadership, on va s'intéresser aux pratiques RH au sens large, à la manière dont les personnes en situation de handicap vont pouvoir participer surtout et être actrices des prises de décision dans l'entreprise. Voilà. Merci pour votre réponse. Donc, un enjeu à la fois réglementaire et Mhm. d'autre part d'inclusion en fait dans les entreprises pour permettre aux personnes en situation de handicap de prendre des décisions, d'être réellement actrices. Vos travaux, ils portent beaucoup sur des sujets identitaires et leurs impacts sur les ressources à développer en entreprise. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que sont ces stratégies et nous développer vos recherches sur ce sujet? Alors oui, donc en effet, j'ai beaucoup de travaux sur l'identité et il y a justement un article alors, qui est sorti en ligne cette semaine, justement, ça tombe bien, sur finalement différentes stratégies identitaires qui seraient adoptées par les personnes handicapées en situation de handicap et l'impact que ça peut avoir sur la manière dont elles vont appréhender les ressources, notamment tout ce qui est compensation du handicap en entreprise. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les stratégies, il y en a quatre qu'on a identifiées, mais je vais un peu vous expliquer les deux stratégies les plus extrêmes. Donc, vous avez par exemple une stratégie qu'on a appelée la stratégie de distanciation où justement les personnes elles vont assez peu intégrer le handicap d'un point de vue identitaire. Elles souhaitent plutôt s'en distancer pour ressembler, on va dire, le plus possible à des personnes dites valides, encore entre guillemets. Et dans la manière dont ces personnes elles interagissent avec l'environnement organisationnel, finalement, on a
assez peu d'interaction, assez peu de recherche justement de tous ces dispositifs compensatoires qui peuvent exister dans l'entreprise. Donc ça, c'est une stratégie qui a un extrême. Et l'impact que ça va avoir justement sur les ressources, c'est que ces personnes, au lieu de demander les dispositifs de compensation, elles vont avoir tendance à compenser par elles-mêmes et donc finalement à gaspiller, entre guillemets, leurs ressources personnelles. Donc ça peut aussi les épuiser. Et à l'autre extrême, vous avez la stratégie de différenciation. Et là, au contraire, vous avez, donc c'est vraiment l'autre extrême, hein, vous avez une intégration identitaire du handicap très forte et très différenciante. C'est-à-dire que la personne considère vraiment son handicap comme une caractéristique de différenciation. Dans son environnement, elle va justement vraiment chercher tous les dispositifs qui peuvent s'offrir à elle pour qu'elle puisse correctement compenser le handicap. Et voilà, elle n'hésite vraiment pas à demander, elle fait des demandes systématiques. Et là, l'impact, justement, d'un point de vue ressources en entreprise, c'est que ça va conduire non seulement au fait de ne pas de compenser correctement le handicap, mais aussi potentiellement de générer des ressources pour l'entreprise en découvrant, par exemple, des dispositifs de compensation que l'entreprise ne connaîtrait pas. Et voilà, il y a vraiment un cercle positif de génération de ressources qui se met en place. Donc, je vous ai juste donné les deux exemples. Parfait, merci beaucoup. Et pour terminer votre intervention, est-ce que vous auriez des recommandations pratiques à nous donner? Alors oui, tout à fait. Donc justement, l'article est aussi tourné sur ces recommandations pratiques et justement ce qu'on a identifié avec mes co-auteurs, c'est qu'on peut adapter finalement la manière dont on intègre la personne en entreprise en fonction de ses stratégies, si on les connaît, hein. Tout d'abord, ça veut dire qu'il faut correctement identifier ces stratégies, il faut un peu les sentir, savoir les identifier. Et du coup, si vous avez une personne qui est plus dans une stratégie de distanciation, qui va justement ne pas être proactive par rapport à tous ces dispositifs qui existent parce qu'elle veut se distancier du handicap, donc là, ça va être vraiment à l'entreprise, au manager, au RH, d'essayer de proposer un accompagnement rapproché et voire de proposer à la personne un mentor. Là, il faut vraiment, en tant qu'organisation, insister sur les ressources qui sont disponibles, ne pas hésiter à donner beaucoup d'informations sur le sujet et communiquer plutôt sur, on va dire, pas dire que c'est des ressources pour des personnes en situation de handicap, mais plutôt communiquer sur le fait que c'est des ressources qui s'adaptent de façon globale à des besoins spécifiques. Voilà, pour ne pas stigmatiser la ressource et donc que la personne, elle ait envie finalement de l'appréhender. Et pour les stratégies de différenciation, donc l'autre extrême que j'ai développé avant, là, les personnes sont beaucoup plus proactives, donc il n'y a pas besoin d'avoir on va dire, un accompagnement aussi rapproché, mais on peut au contraire utiliser entre guillemets, encore une fois, la personne et sa capacité à être active pour même avoir elle-même un rôle de mentor pour d'autres personnes, puisque les personnes qui ont une stratégie de différenciation, c'est des personnes qui justement ont envie de faire profiter de leur propre expérience aux autres. Donc là, par rapport aux ressources, il ne faut pas hésiter à donner des informations, mais aussi à proposer à la personne de rejoindre des communautés et de s'investir elle-même un peu dans l'évangélisation de ce elle a pu vivre. Voilà. C'est parfait, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Je laisse la parole à Inès pour notre second invité. Merci Maxime et merci Sarah pour cette intervention très enrichissante. Donc nous allons tout de suite après poursuivre avec une nouvelle intervenante, Madame Natacha de Saint-Vincent. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah. Oui, bonsoir à tous, je vous entends très bien. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, donc je m'appelle Natacha de Saint-Vincent, j'ai à peu près presque 25 ans d'expérience professionnelle. J'ai en particulier dirigé plusieurs organismes de formation et j'ai créé ma société qui s'appelle Filmaï, qui est une entreprise à mission dont la vocation est de favoriser l'inclusion par la montée en compétences et l'insertion professionnelle. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé au recrutement et à l'insertion de personnes en situation de handicap.
Merci. Alors, j'ai appris récemment et grâce à vous en visitant le site de votre entreprise que Filmaï signifiait littéralement poisson-éléphant, qui est aussi le nom beluga en Iran et qui vient d'un caviar rare et précieux. Et effectivement, je trouve que cette métaphore, elle reflète bien votre mission, qui est de révéler des talents cachés. Est-ce que vous pouvez nous parler et nous expliquer plus ce que vous proposez concrètement comme accompagnement pour révéler ces talents ou ces perles rares et les intégrer efficacement? Alors en fait, pour répondre à la question, je dirais que la création de l'entreprise, elle part d'un constat qui est qu'aujourd'hui, on a des millions de chômeurs et des millions de postes ouverts, avec des grosses difficultés pour les entreprises à recruter, alors que concrètement, il existe aujourd'hui un certain nombre de personnes disponibles dans le marché du travail. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit précédemment, qui sont insuffisamment intégrées. Donc il y a un vrai sujet d'équation à trouver pour que des personnes qui ont des compétences et qui sont disponibles puissent être identifiées et intégrées dans le marché du travail. Et à partir de là, moi, ce que j'ai fait, c'est de chercher des organisations, que ce soit des associations ou des entreprises qui interviennent déjà au contact de jeunes ou de moins jeunes en situation de handicap ou en tout cas éloignés du marché du travail et de travailler à les mettre en contact avec les entreprises. Et donc, c'est avec ces partenaires que je travaille sur un certain nombre de sujets qui sont avec différentes étapes pour aider au recrutement d'abord et à l'insertion ensuite, via de la sensibilisation, qui est la première étape indispensable, via l'adaptation des processus de recrutement des entreprises elles-mêmes et via tout ce qui se passe après le recrutement pour accompagner à la fois les entreprises et les candidats. Donc, c'est vraiment avec un réseau de partenaires et avec un écosystème. Donc, je pourrais donner quelques exemples que je travaille sur ces différents sujets. Oui, merci beaucoup. Et donc, vous avez dit que ça partait par la sensibilisation. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler de ces étapes plus précisément? Tout à fait. Alors, en fait, si je prends l'exemple d'Atypique, mais Arpège ou Ares, ou d'autres organisations que vous voyez citer derrière moi fonctionnent un peu de la même manière. La première étape, c'est toujours la sensibilisation et l'objectif, c'est vraiment de travailler avec trois niveaux de personnes à l'intérieur de l'entreprise. Donc les RH, parce que c'est eux qui vont être responsables de libeller les offres d'emploi, de les diffuser et que donc elles soient le plus adaptées possible aux personnes en situation de handicap. Les managers, parce que c'est eux qui vont jouer un rôle clé d'abord dans l'acceptation de se dire c'est possible d'intégrer une personne en situation de handicap, j'ai envie de me lancer, mais j'ai besoin d'outils. Et aussi dans l'intégration, puisqu'ils vont avoir un rôle de communication auprès de leurs équipes, de communication positive et aussi de relayer ces fameux outils qu'on pourra avoir mis à leur disposition. Et puis enfin, d'une manière générale, les collaborateurs et les salariés en général. Donc en fait, c'est vraiment tous ces acteurs-là qu'il va falloir sensibiliser à la fois sur ce que ça veut dire le handicap, ce que ça englobe, parce que par exemple, il y a plus de 80% des handicaps qui sont invisibles et on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire un handicap invisible et ça peut aller de l'autisme dont on va reparler un peu plus tard à d'autres types de handicaps comme les acouphènes par exemple et ça peut être des handicaps visibles et puis à chaque fois pour chaque type de handicap et même pour chaque personne les adaptations qui vont devoir être mises en place ne sont pas forcément les mêmes et elles sont parfois relativement simples à mettre en place. Et elle passe entre autres par de la compréhension et de l'acceptation par l'entreprise et les collaborateurs de certains comportements à adopter ou de certaines choses à accepter. Si je donne un exemple très concret, pour certaines personnes, le bruit peut être extrêmement dérangeant pour diverses raisons. Donc l'adaptation peut se résumer à porter un casque en permanence,
mais ça doit être expliqué et compris aux collaborateurs de l'équipe pour qu'ils se rendent compte que c'est pas une impolitesse et le fait que la personne ne souhaite pas leur parler, mais que c'est nécessaire pour qu'elle puisse vivre et travailler dans de bonnes conditions. Merci pour ces explications très claires. Donc, Filmaï, a priori, c'est une entreprise qui existe depuis 2021, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez vu des améliorations depuis ou vous avez des chiffres suite à votre accompagnement sur l'insertion de ces personnes en situation de handicap? Alors, il y a déjà des chiffres qui ont été cités, et c'est vrai que d'un point de vue macro, j'aurais dit des améliorations timides plutôt qu'une stagnation, ce qui a été dit. Mais si je prends des exemples concrets, je vais parler d'un des partenaires avec qui je travaille en grande proximité qui est Otypique. Il travaille sur les trois étapes que j'ai citées, donc la sensibilisation, l'évolution de la procédure de recrutement, donc faire évoluer les offres d'emploi et travailler sur les profils de candidats pour que ce ne soit pas que des CV, mais qu'on travaille sur les compétences et les apports spécifiques et aussi les besoins spécifiques des personnes qui sont recrutées. Donc sur le process de recrutement et puis après le processus de recrutement sur toute la phase d'accompagnement. Donc, si je prends l'exemple spécifique d'Otypique, aujourd'hui, donc c'est une entreprise qui fait payer ses services et ils ont déjà 7 clients entreprises qui passent par eux pour accompagner des personnes qui sont autistes et plus généralement neuroatypiques, donc porteurs de TDAH ou qui ont des troubles 10 par exemple. Ils ont aujourd'hui une base de données de personnes accompagnées où il y a 200 personnes neuroatypiques qui sont intégrées. Et jusqu'à présent, ils ont réalisé plusieurs recrutements. Donc aujourd'hui, ils ont sensibilisé 550 collaborateurs, 60 managers et RH. Ils ont réalisé 4 recrutements et ils ont porté 41 candidatures aux clients que j'ai mentionnés. Donc, il y a déjà des résultats alors que c'est une société qui est très jeune puisqu'elle a commencé à opérer véritablement il y a 1 an. Et si je prends un autre exemple qui est derrière moi, qui est Arpège, ils accompagnent plus de 3000 jeunes par an pour des stages, des accompagnements dans l'emploi. Donc il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ces trois étapes que j'ai citées, la sensibilisation, l'évolution des pratiques de recrutement et l'accompagnement a posteriori, et qui aident les entreprises à concrètement évoluer dans leur démarche. Donc j'espère Merci. avoir répondu à la question, même si c'est des chiffres un peu ponctuels sur des acteurs spécifiques. Merci beaucoup en espérant que dans les prochaines années, les choses bougeront encore plus. Pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux entreprises qui souhaitent recruter des personnes en situation de handicap, mais qui ont peur ou qui hésitent ou ne savent pas comment s'y prendre? Moi, vraiment, ma recommandation, c'est de s'adresser à des associations ou à des entreprises qui accompagnent au quotidien ces personnes et qui sont capables, du coup, d'expliquer vraiment les facteurs clés de succès pour que l'intégration soit réussie. C'est ça que j'ai mentionné quand je parlais d'écosystème. Donc là, vous avez quelques exemples derrière moi, il y en a d'autres qui vont s'exprimer juste après moi. Donc c'est vraiment de s'adresser à des personnes qui travaillent au quotidien avec, avec des personnes en situation de handicap et qui sont capables de dire comment peut se passer une intégration et comment faire pour qu'elle se passe bien. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Madame Natacha. On se retrouve à la fin du live pour les questions s'il y en a. Et donc, on va toujours Merci continuer. beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer à présent la suite de ce live avec cette fois-ci Madame Denise Taouk, on va voir comment elle a réussi à combattre ce combat d'inclusion avec son association Formotisme. Bonsoir, Madame Denise. Bonsoir, bonsoir à tous et merci beaucoup à Martine Assar pour cette invitation qui me permet de parler de l'inclusion. Moi, je suis Denise Taouk, je suis de formation docteur en sciences. Suite à une carrière industrielle, j'ai opté pour l'enseignement par la suite pour
on va dire, concilier une vie professionnelle et une vie familiale. Et je suis maman de deux enfants, dont le plus jeune, qui a 16 ans actuellement, est autiste. Il a été diagnostiqué à 4 ans, ce qui m'a obligée à arrêter mon travail. Et d'où l'engagement pour Forautisme. Euh, je partage avec vous un document. Je ne sais pas si c'est visible pour tous. Oui, Pour parler un peu de l'association Formotisme, qui est née suite à une belle rencontre avec Joseph Chovanec, qui est un philosophe autiste euh, et qui est un grand militant pour la cause des personnes autistes. J'ai fondé cette association à but non lucratif il y a 5 ans. Son objectif, c'est de propager l'information, de la sensibilisation, de la formation sur l'inclusion scolaire, sociale et professionnelle des autistes. Alors, pour parler des différentes adaptations qui sont nécessaires pour que chaque personne puisse exploiter tout son potentiel. Si vous voulez, depuis, nous avons pas mal de projets je travaille donc en partenariat avec Joseph Chovanec, avec d'autres formateurs autistes tels que Jean-Philippe Pia. Nous avons, on va dire, plusieurs interventions sur tout le territoire français et quelques pays d'Europe, tels que la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Euh, donc, euh, on essaye à répondre à la demande, que ce soit des entreprises, des établissements scolaires, des familles, pour une sensibilisation ou pour former les différentes personnes qui seraient en contact avec des personnes autistes. Nous essayons, si vous voulez. C'est un combat au quotidien. L'accueil est toujours très positif. Là, d'ailleurs, hier et avant-hier, nous étions en formation pour un groupe d'enseignants et l'accueil est toujours positif. Je ne vous cache pas que parfois même on a des retours très touchants. Certains enseignants qui disent merci pour cette formation, mais je me rends compte que j'étais maltraitante, par exemple. C'est ça, ce sont les missions de formatisme. merci beaucoup pour vos précisions, Madame Denise. Justement, vous avez commencé à parler un peu de ma question suivante qui était exactement quelles sont les actions que vous menez au sein de cette association et auprès de quel public au juste? Alors, toutes les actions que nous menons sont adressées à tout public, à tout le monde, parce que les personnes handicapées et plus spécifiquement les autistes vivent dans la société et doivent avoir ce bien-être auquel nous aspirons tous. Si vous voulez, il y a des actions que nous menons annuellement. Par exemple, un colloque autisme à Wassel, la commune où j'habite, qui est à côté de Rouen, en Normandie. Un colloque auquel était invitée Natacha de Saint-Vincent l'année dernière pour parler de l'inclusion professionnelle. Le quatrième colloque aura lieu, c'est toujours au Palais des Congrès d'Oissel, et il aura lieu le 20 mars prochain. Nous avons fait un Padlet où nous réunissons pas mal d'informations sur les sujets que nous abordons lors de ce colloque qui est en fait ce Padlet est accessible à toute personne curieuse de découvrir et d'être sensibilisée à l'autisme. Il y a aussi j'utilise un peu les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook pour Formotisme. Il y a un site internet également où on peut partager certaines informations.
Alors, en tant que projet, si vous voulez, alors, parce que vous savez, le monde de l'autisme est assez petit, mais les personnes de bonne volonté sont nombreuses et j'ai rencontré et fait la connaissance de Dr Geneviève Massé, qui avait fondé le réseau des villes amicales pour l'autisme. Et je me donne comme mission de, de faire entrer la commune où je suis dans ce réseau des villes amicales pour l'autisme. Ce qui va induire une sensibilisation de tous les agents de la commune, que ce soit dans le périscolaire, le scolaire, la police municipale, les agents administratifs, etc. Alors, pour que, si vous voulez, une personne autiste se sente bien dans ces communes-là, dans leur vie de tous les jours. Un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est un partenariat que je mène avec l'association Vivre et Travailler Autrement. Bon, j'ai une information toute récente. Il y a quelques jours, cette association était lauréate 2024 du Grand Prix Diversité et Inclusion. Alors, cette association était en fait fondée par Jean-François Dufresne et à la base, c'était pour trouver du travail pour des personnes autistes. Maintenant, on n'utilise pas les catégories, on parle de spectre de l'autisme, mais pour que tout le monde comprenne ce que je souhaite dire, c'est les personnes autistes, on va dire, modérées à sévères, qui qui n'ont jamais de proposition d'emploi, qu'on va, parce que j'ai entendu des termes tels que inemployable et Monsieur Dufresne a prouvé le contraire. Donc, il a commencé en tant que directeur général d'Andros, et il a commencé ce dispositif chez Andros et ils ont actuellement 11 salariés. Alors, les postes de travail sont adaptés, les salariés sont accompagnés et ils ont un lieu de vie l'après-midi. Alors, ils travaillent tous à mi-temps. Ils ont un lieu de vie l'après-midi pour apprendre l'autonomie au quotidien et comment préparer à manger, comment faire sa lessive, sa vaisselle, comment faire du sport, être accompagné pour plusieurs activités culturelles et sportives. Et ce projet qui a maintenant une dizaine d'années euh, a été également dupliquées dans des grandes entreprises telles que L'Oréal, LVMH et autres. Alors, je me donne comme mission de pouvoir trouver une entreprise normande à côté de Rouen et de Hassel pour dupliquer ce dispositif Andros. Et donc, Monsieur Dufresne nous soutient vraiment par sa présence et par sa disponibilité. D'ailleurs, nous avons eu une réunion avec des représentants des entreprises le 18 septembre dernier à la mairie d'Oissel, en présence de M. Dufresne, où nous avions expliqué le dispositif et encouragé les entreprises à postuler pour accueillir ce dispositif. Vraiment, c'est un des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Merci beaucoup, Madame Denis. C'est vraiment une inspiration, votre association. Juste une dernière question avant de vous libérer, et notamment avec votre expérience dans l'association. Quel conseil, encore une fois, vous donneriez-vous aux entreprises qui souhaitent intégrer des personnes en situation de handicap et en particulier des personnes autistes? Et est-ce qu'il y a des points de vigilance à prendre en compte ou alors peut-être quels sont les bénéfices que cela peut-il apporter aux organisations? Alors, je ne vais pas répéter ce que Natacha avait dit précédemment.
Mais si vous voulez, les points de vigilance, c'est la malveillance, c'est ça. Mais ce que nous pouvons, on va dire, proposer euh, aux entreprises, c'est d'être convaincus qu'il n'y a pas une personne handicapée ou pas qui est dénuée de compétences. On peut, si vous voulez, toujours être intéressant pour une entreprise, productif, etc. Monsieur Dufresne donne toujours comme exemple ce que les 11 salariés d'Andros ont fait gagner à l'entreprise. Bon, il chiffre ça même en milliers d'euros. Parce que c'est des personnes sérieuses qui ne font pas de pause, qui vont travailler, c'est-à-dire c'est de leur début d'horaire jusqu'à la fin, qui vont être efficaces dans ce qu'ils font. Et bon, bien sûr, il faut adapter le poste et il faut qu'ils soient accompagnés, mais c'est des personnes employables. Moi, j'aimerais, si vous voulez, il y a la bienveillance, c'est l'humain qui est le plus important pour construire ensemble une société inclusive, parce que chaque personne a sa place dans la société et dans la société active également. J'aimerais citer une phrase du préambule de la Constitution suisse que Joseph Chovanec aime beaucoup citer en fin de conférence. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Travaillons ensemble alors pour le bien-être de tous. Merci beaucoup, Madame Denise, pour cet échange qui était très enrichissant et inspirant. Ce fut vraiment un véritable plaisir et honneur de discuter avec vous. Merci beaucoup, Inès. Merci. Donc, je vais à présent passer la parole à Maxime qui va animer la suite de ce live. Parfait. Merci, merci Inès. Madame Hang, vous êtes chargée de mission diversité et inclusion chez MBDA. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, votre entreprise ainsi que vos activités, s'il vous plaît? Oui, donc merci pour l'invitation à ce live. Donc je suis Carole Hang, je travaille au sein de la société MBDA France. Donc MBDA France est enfin MBDA est un groupe européen et MBDA France donc fait partie de ce groupe et nous sommes spécialisés dans la conception de missiles, systèmes de missiles et contre-mesures. Donc nos clients sont les forces armées et c'est pour eux que nous concevons ces produits. Donc moi, pour ma part, je suis chargée de mission diversité et inclusion. La diversité et l'inclusion chez MBDA, ça revêt la mixité professionnelle, les actions que nous menons en matière de diversité sociale et les actions que nous menons en matière d'insertion des personnes en situation de handicap. Et au sein de MBDA France, j'ai donc également le rôle de responsable handicap. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'elles se traduisent, vos actions, en faveur, de l'insertion, des personnes en situation de handicap? Ça peut aller du recrutement jusqu'au maintien, de l'emploi. Oui, alors la première chose à dire, c'est qu'au sein de MBDA France, l'engagement que l'on a pour l'insertion des personnes en situation de handicap se matérialise par les accords qu'on a mis en place au sein de la société. On est actuellement dans le cadre du quatrième accord et on est en train de préparer le cinquième qui couvrira les trois années prochaines. Donc, dans cet accord, on a différents volets. Vous avez parlé du recrutement, effectivement. Il y a la partie maintien dans l'emploi. Il y a également toutes les actions qu'on mène avec les entreprises du secteur protégé, donc les ESAT et les entreprises adaptées. Et il y a des actions que l'on mène pour la sensibilisation de nos collaborateurs à la thématique du handicap. Donc, plus précisément sur la partie maintien dans l'emploi, donc on mène différents types d'actions au sein de MBDA. Ça peut être des aménagements de poste, par exemple. Donc, il s'agira de fournir un matériel qui va permettre de compenser le handicap d'une personne en situation de travail. On apporte également des aides financières aux collaborateurs qui en ont besoin, donc des aides financières qui peuvent servir à s'appareiller pour des personnes qui ont des déficiences auditives, par exemple, des aides financières pour aider les personnes
personnes en situation de handicap qui ont des problèmes de mobilité à se rendre au travail et à retourner à leur domicile. On a également dans la partie maintien dans l'emploi des mesures qui favorisent la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. À titre d'exemple, on accorde des chèques CESU aux personnes en situation de handicap dans la société pour qu'elles puissent bénéficier de prestations qui vont les aider dans leur quotidien. Toujours en matière de conciliation vie privée, vie professionnelle, on permet aux personnes qui ont une reconnaissance de leur handicap de partir en retraite plus tôt en bénéficiant de mois d'absence autorisés et payés. Donc ça, c'est pour la partie maintien dans l'emploi. Sur le recrutement, on mène différents types d'actions, donc à la fois en interne et en externe. Donc en externe, une des intervenantes a mentionné l'ARPEJ. L'ARPEJ fait partie des associations avec lesquelles on travaille pour la formation et ensuite le recrutement des personnes en situation de handicap. Donc avec ces associations, on participe à des forums de recrutement où on rencontre différents candidats. On verse également des bourses à des étudiants en situation de handicap pour les maintenir dans leurs études parce qu'on sait que c'est plus compliqué pour les personnes en situation de handicap que les personnes dites valides d'aller au terme de leurs études. Et après, en interne, sur la partie recrutement, donc on travaille vraiment de manière conjointe avec le service recrutement pour augmenter notre taux d'emploi de personnes en situation de handicap. À titre d'exemple, on a cette année revu l'ensemble du process de recrutement pour qu'il intègre pleinement les personnes en situation de handicap et plus particulièrement sur cette question d'aménagement de poste. C'est quelque chose qui fait parfois peur aux entreprises. Nous, chez MBDA, c'est un sujet qu'on prend à bras le corps et on l'anticipe dès la partie recrutement des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Vous avez parlé d'aménagement de poste. Est-ce que vous auriez des exemples concrets d'adaptation qu'il y a eu dans l'entreprise liées avec Oui, oui, l'handicap? oui, tout à fait. Dans la partie aménagement de poste, on a plusieurs collaborateurs qui sont en situation de déficience auditive. Pour ces collaborateurs, on a mis en place ce qu'on appelle la Tadeo Box. Donc, la Tadeo Box permet d'intégrer pleinement les personnes en situation de déficience auditive au collectif de travail. Donc, c'est un appareil que l'on peut amener avec soi en réunion et comprendre pleinement les échanges pendant la réunion parce que la réunion est retranscrite directement dans la Tadeo Box. Donc ainsi, la personne en situation de déficience auditive peut profiter de l'intégralité des échanges et ne pas être coupée de son entourage professionnel. Donc ça, c'est un type d'aménagement qu'on a mis en place. Il y a d'autres types d'aménagements qui peuvent être immatériels. Il s'agira par exemple de donner à une personne en situation de handicap et qui peut ressentir une grande fatigabilité un peu plus de jours de télétravail que n'en ont les personnes qui ne sont pas en situation de handicap dans la société. Je peux donner un dernier exemple qui n'est pas directement de l'aménagement de poste, mais plus un accompagnement financier pour les personnes en situation de handicap. On a une collaboratrice qui a une maladie chronique et qui entraîne une grande fatigabilité et qui rend difficile ses déplacements pour venir au travail. Cette personne bénéficie de la prise en charge de ses taxis entre son domicile et MBDA pour pouvoir continuer à travailler de manière plus sereine, si je peux dire. Parfait, merci beaucoup pour ces exemples. Avec un petit peu de recul, est-ce que vous pouvez nous parler par exemple de vos résultats et de vos perspectives pour l'avenir? Oui. Alors avec un peu plus de recul, mais recul toutefois limité puisque j'ai pris mon poste il y a 2 ans environ au sein de MBDA, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même comment dire, une amélioration de la vision que les personnes ont du handicap au sein de la société. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a mené énormément d'actions de sensibilisation de nos collaborateurs à la thématique du handicap, une sensibilisation qui est axée sur la déstigmatisation du handicap. Donc, cette déstigmatisation, c'est pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap pour qu'elles comprennent que le handicap n'est pas un frein à l'emploi s'il est accompagné dans l'entreprise. Et la déstigmatisation concerne aussi les personnes qui sont porteuses d'un handicap pour leur exprimer que MBDA les soutient pleinement et qu'elles ne doivent pas avoir peur de communiquer leur situation de handicap à l'entreprise.
Donc, le résultat que l'on voit au sein de MBDA après toutes ces actions de communication, c'est qu'on a de plus en plus de collaborateurs qui osent déclarer leur handicap à MBDA, ce qu'elles ne faisaient pas auparavant. Donc, ces personnes ont compris l'avantage et le bénéfice qu'elles ont à parler de leur handicap. Alors, pas à en parler forcément à grande échelle, mais au moins prévenir les services ressources humaines, leurs managers, pour que la cellule handicap qui existe au sein de MBDA France puisse les accompagner dans leur quotidien professionnel. Donc ça, c'est le résultat que l'on voit et on va continuer de mener autant d'actions que possible pour continuer de communiquer sur le handicap au sein de MBDA pour que chacun se sente libre de communiquer sur le sujet. Et merci beaucoup. Je vous en Euh, prie. Martine, je te laisse la parole pour les questions des internautes. Absolument. Alors, on a eu quelques questions. Les premières s'adressent à vous, Sarah, par rapport à vos travaux, puisque ça a intéressé plusieurs personnes qui souhaitaient simplement savoir où on pouvait les trouver, les consulter. Donc, si vous avez des liens ou des endroits où on peut les consulter, n'hésitez pas à les partager. Et alors, sur ce qui a déjà été écrit, qui n'est pas récent, voilà, sur mes anciens travaux, vous tapez mon nom, prénom sur Internet, voire Google Scholar, qui est le petit frère universitaire de Google, vous avez les liens en open access, enfin certains. Sinon, vous pouvez directement m'envoyer un mail. Je peux mettre le mail dans la boîte de dialogue. Et le dernier article, celui-là, je peux vous le mettre directement dans la boîte de dialogue. Voilà. Voilà, sinon, il faut juste envoyer un mail et puis je diffuse, il n'y a pas de souci. Oui, n'hésitez pas à passer par moi. Je peux très bien me faire l'intermédiaire hein, par rapport à Oui, oui, Sarah bien comme sûr, je peux. par rapport aux autres. Autre question, c'était aussi pendant que vous interveniez, Sarah, comment fait-on si les personnes ne dévoilent pas leur handicap? Parce qu'on le sait, beaucoup de handicaps sont pas visibles. Et parfois, se déclarer, c'est finalement exposer quelque part voilà, un petit peu des choses un petit peu différentes par rapport aux autres. Et du coup, bah, les personnes ne le font pas. Et du coup, elles ne profitent pas non plus de solutions, de dispositifs qui peuvent être déployés et mis en œuvre. Alors, ça dépend du niveau de non-information que vous avez, je Bah oui. dirais. Si vraiment c'est une information qui est hermétique et personne s'en doute, à part, enfin, l'entreprise à part avoir une stratégie de communication très générale sur ce qui se fait et vraiment voilà, mettre en évidence tous les dispositifs qui existent. Si la personne ne veut pas en parler, elle ne veut pas en parler. Bon, là, voilà, c'est son droit et c'est compréhensible. Après, si c'est à un autre niveau, c'est-à-dire que vous vous en doutez ou vous avez appris que par quelqu'un d'autre et que simplement ce n'est pas officiel, là, justement, je pense qu'on peut adopter un peu les mêmes stratégies qu'avec les personnes qui sont dans cette stratégie de distanciation, c'est-à-dire qu'on peut avoir une communication en disant, bah, il y a des dispositifs spécifiques pour plusieurs spécificités, dont le handicap. Voilà ce qu'on propose pour différents types de euh, catégories, pour laisser tranquillement la personne faire enfin voilà, son cheminement identitaire. Et puis si à un moment elle le fait pas, elle le fait pas. Enfin là-dessus, en effet, enfin, malheureusement non, je sais pas. Enfin, il y a pas de jugement de valeur là-dessus. Les personnes, elles ont la posture qu'elles ont par rapport à ça. C'est clair. Merci Sarah. Une autre question qui est intervenue pendant que vous parliez, Natacha, donc j'imagine qu'elle vous était destinée. La question c'était, pouvez-vous partager des exemples concrets de programmes ou de dispositifs qui ont permis de faciliter cette inclusion dans des entreprises industrielles? Euh, Très bien, mais je pense que ce qu'a cité Denise est aussi un très bon Mm. exemple. Ok. Donc moi, je vais donner un exemple concret qui peut paraître un peu abstrait, mais qui en fait ne l'est pas du tout. J'ai parlé de l'adaptation des offres d'emploi et de l'adaptation des profils des candidats. Donc si je parle des offres d'emploi, en fait, quand on parle d'adapter le recrutement, généralement, une offre d'emploi, elle n'est pas totalement explicite sur l'intégralité des sujets. J'ai parlé d'Atypique. Bah, l'une des choses qu'ils ont mis en place sur la plateforme de recrutement, qui est donc un job board comme il en existe beaucoup, c'est qu'ils accompagnent les entreprises pour adapter leurs offres de recrutement pour qu'elles soient le plus explicites possible, ce qui, pour les profils auxquels ils s'adressent, à savoir des personnes neuroatypiques, est indispensable. En particulier,
Les offres d'emploi, elles intègrent une description extrêmement précise des lieux et de l'environnement de travail, avec des photos, une explicitation de est-ce que les personnes vont travailler en open space ou en bureau fermé, du niveau de bruit, etc. Ça intègre par exemple également des explications très précises sur les conditions de travail, les conditions salariales, la manière dont l'intégration va se passer. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, ce qu'on constate, c'est que ces offres d'emploi extrêmement précises, elles sont aussi utiles dans le recrutement et pour l'entreprise et pour les candidats, puisque concrètement, les candidats qui vont postuler, c'est des candidats qui auront connaissance de l'intégralité des conditions de travail, et donc on évite des pertes de temps à avoir des personnes qui candidatent et qui se rendent compte au bout du deuxième ou du troisième entretien que c'est pas tout à fait les conditions dans lesquelles elles souhaitent travailler, ce qui est également une perte de temps pour les ressources humaines. Donc ça, c'est un exemple très concret. L'autre exemple, et j'en ai parlé, c'est qu'au lieu de travailler sur des CV, ils travaillent sur des profils de candidats où il y a les éléments traditionnels d'un CV, donc les diplômes, les expériences, mais il y a aussi les compétences, il y a aussi les intérêts spécifiques, ce qui sont l'une des caractéristiques des personnes autistes qui ont des intérêts spécifiques pour un certain nombre de sujets qui peuvent les amener à développer d'ailleurs des compétences spécifiques, et les besoins spécifiques ou les choses qui peuvent être amenées à vous déplaire ou à vous poser des problèmes dans une situation de travail, qui peuvent être des choses qui peuvent être très triviales, comme par exemple déjeuner avec d'autres personnes dans un endroit où il y a du bruit. Quelque part, si c'est dans votre profil, dès que vous l'avez explicité, c'est fixé comme ça dès le départ et ça permet de travailler la relation de travail comme ça. Donc, c'est vraiment au moment de l'offre d'emploi qu'on travaille des deux côtés, employeur et postulant, sur une explicitation des termes. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Natacha. Une question pour vous, Carole. Combien de salariés en France chez MBDA et parmi eux, combien de salariés en situation de handicap? Alors, chez MBDA en France, on a environ 7000 collaborateurs et on a 5,5% de notre effectif qui est en situation de handicap. Donc, il faut savoir que c'est un chiffre qui a baissé récemment jusqu'à... Donc, le chiffre que je vous donne, c'est à fin 2023. À fin 2022, on avait 6,5% de notre effectif en situation de handicap. Donc, ce qui explique cette baisse, c'est qu'on a eu un grand nombre de départs en retraite de personnes en situation de handicap qui comptent pour plus dans le décompte des personnes en situation de handicap. Et parallèlement à ça, on a eu un énorme volume de recrutement. Donc, on fait près de 1000 recrutements par an chez MBDA. Et dans ces recrutements, on a bien sûr une proportion qui est assez faible de personnes en situation de handicap. Donc, on a un taux de 5,5. Et les actions que l'on mène ont pour but donc, de favoriser les déclarations en interne, mais on communique également en externe pour augmenter le recrutement de personnes en situation de handicap. En tout cas, on l'espère. Là, ça reste quand même, on va dire, un très bon pourcentage par rapport au seuil réglementaire qui est de Oui. 6%. Euh, Mhm. Quand on sait qu'effectivement, en moyenne, dans les entreprises, le score est quand même beaucoup, beaucoup plus bas. Voilà, c'est quand même un score dont vous pouvez être fier. Bien évidemment, on ne peut pas s'en contenter non plus. Il Non, faut toujours il faut effectivement. toujours l'améliorer. Absolument. J'avais une autre question que je vous garde, Carole, parce quelqu'un qui souhaitait rejoindre vos effectifs de recrutement. Alors, je ne sais pas si vous êtes toute seule dans à porter le handicap à MBDA, en tout cas quelqu'un qui souhaitait a priori rejoindre votre service Mhm. euh, et savoir comment on postulait pour pouvoir rejoindre ce service-là. D'accord. Pour rejoindre mon service, pour Oui, tout à fait rejoindre... le vôtre à MBDA. D'accord, ok. Alors, dans notre service, on ne recrute actuellement pas. Après, tout dépend de ce que souhaite faire la personne. Et, enfin, est-ce qu'il s'agit d'un emploi, d'une alternance ou autre? Mais on ne recrute pas à l'heure actuelle. Après, pour postuler chez MBDA, c'est très simple. Il faut aller sur le site emploi de l'entreprise. On peut déposer une candidature spontanée. Et on peut également créer une alerte. Donc comme ça, D'accord, si un poste se présente un jour, eh ben, on en sera informé directement. très Voilà. bien.
Et sinon, encore deux autres questions. Alors là, c'est un petit peu à tous. Quels types de handicaps sont majoritairement déclarés dans les entreprises? Est-ce que vous le savez? Dans notre Ou entreprise ou non, de pas dans manière la vôtre, en générale? général, de manière générale. Mais vous pouvez vous fonder sur votre expérience chez MBDA, hein, Carole. Chez vous, quels sont les types de handicaps qui sont généralement quand même le plus, euh, on va dire, déclarés dans votre entreprise? Alors, ça va dépendre. En fait, chez MBDA, on a plusieurs localisations en France. Donc, le siège est dans le 92 au Plessis-Robinson. Au Plessis-Robinson, on va avoir des reconnaissances qui vont plutôt tourner autour de maladies chroniques. On commence à avoir des reconnaissances autour du 10 aussi. Donc, plutôt des handicaps invisibles et qui ne sont pas forcément moteurs. Et les sites que l'on a en région centre, on voit plus de reconnaissances qui sont liées à des TMS. Et ça s'explique parce que en région centre, on a des sites de production donc qui peuvent impliquer plutôt ce type de handicap que ceux qu'on a au Plessis-Robinson. Donc ça, c'est la vision que j'en ai pour MBDA France. Après, plus largement en France, je ne saurais pas répondre à votre question. Alors, autre question, quelles sont les aides données aux entreprises pour mettre en place des stratégies d'accueil pour les personnes handicapées? Est-ce que vous, Carole, MBDA Alors, voilà, est subventionné ou bénéficie d'aides en plus pour pouvoir... non. Non, pas Pas particulièrement. à ce stade. En fait, on bénéficie chez MBDA, donc jusqu'à la fin de cette année, de ce qu'on appelle un accord agréé, dans le cadre duquel on a un budget, donc que MBDA définit, qui est alloué à la thématique du handicap. Donc toutes les actions que je vous ai mentionnées, donc le maintien dans l'emploi, le recrutement, la collaboration avec les ESAT et les entreprises adaptées, et la sensibilisation des collaborateurs. Donc ce budget, c'est MBDA qui le définit, qui en dispose, et dans le cadre de l'accord agréé, on ne sollicite pas jusqu'à présent d'aide. Après, pour les entreprises de manière générale qui le souhaitent, elles peuvent solliciter des aides de l'AGFIP, qui est l'organisme qui subventionne certaines des actions que les entreprises mettent en œuvre pour le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Très bien, merci. Une autre question où on nous demande que faire si une entreprise n'adapte pas le poste d'une personne RQTH. RQTH est une personne enfin, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Est-ce qu'il y a des sanctions qui s'appliqueraient si une personne ayant cette reconnaissance-là n'est pas intégrée? Alors, ce que prévoit la loi, c'est qu'une entreprise est tenue d'adapter le poste d'une personne en situation de handicap pour lui permettre de maintenir son emploi. Maintenant, je ne sais pas quelles sont les conséquences si l'entreprise ne le fait pas. Je n'ai pas été exposée à la situation. Très bien. Et comment faire face également à une possible discrimination à l'embauche? Bah alors les recours, enfin qu'il s'agisse du handicap ou autre, les recours vont être les mêmes en cas de discrimination à l'embauche. Donc la réponse n'est pour moi pas spécifique au handicap. C'est clair, c'est clair. Oui, là-dessus, il y a le défenseur des droits qui se Mm. positionne. Souvent, c'est cette instance-là, si on veut, enfin, si on passe par le juridique, du coup. Et en effet, le handicap, ça fait partie enfin, Les c'est critères une de grosse partie discrimination. voilà, c'est une grosse partie des cas qui traitent. Que ce soit sur les aménagements, sur l'embauche, sur. Exact. Et autre question pour vous, Carole, quel est le pourcentage de personnes en situation de handicap sur les 1000 embauches annuelles que vous avez mentionnées tout à l'heure? Il est très très faible. J'ai absolument pas regardé les choses de cette manière-là. Je pourrais regarder plus précisément, mais proportionnellement aux 1000 embauches qu'on a faites, c'est un pourcentage qui sera pas. Alors c'est pas négligeable, c'est pas rien, mais bon, pas de quoi relever notre taux d'emploi à ce stade. Sûr. Et vous Voilà. avez particulièrement pas mal de personnes qui sont, elles, handicapées moteurs? Ah non, pas tant. Quand je parlais de moteur, enfin de motricité, c'était plus par rapport à des TMS, mais enfin, on n'a pas, quand vous dites, enfin, quand je dis non, je parle plus de handicap Ah oui. moteur lourd, c'est pas forcément ce qu'on voit chez nous.
Très bien. Eh bien, écoutez, avec votre réponse, Carole, eh bien, on a clôturé cette séquence un petit peu des questions avec nos, nos internautes. Donc, je relais également les remerciements qu'une d'entre elles eh bien, vous adresse à chacun de vous pour la précision de vos réponses et de vos interventions. Donc, ça me permet également de conclure ce live en vous remerciant infiniment chacun et chacune pour vos interventions. On a appris plein de choses et j'espère en tout cas que ceux qui nous ont suivis en masse et nombreux et nombreuses ce soir, eh bien, auront trouvé des réponses pratiques. C'était un petit peu le but de ce live. Sinon, si elles souhaitent effectivement envisager d'approfondir avec vous, eh bien, qu'elles n'hésitent pas à vous contacter ou me contacter. Je relayerai en tout cas les interrogations et les demandes de contact avec chacune d'entre vous. Voilà, donc un grand merci encore. Et avant de conclure donc ce live, je vous invite aussi à répondre en fait en fin de ce live à un petit questionnaire parce que ça nous permet un petit peu de savoir ce que vous en avez pensé. De notre côté, avec nos étudiants, eh bien, on vous donne simplement rendez-vous le 21 novembre prochain. Ce sera donc un live spécial qu'on vous proposera puisqu'on sera dans la semaine de l'industrie. Donc, c'est un événement qui existe depuis plusieurs années maintenant, dans lequel plusieurs actions sont créées, réalisées pour faire la promotion et surtout pour faire connaître un petit peu ce secteur et ses métiers. Donc, nous serons dans un format exceptionnellement hybride, présentiel et distanciel, dans une de nos écoles et nous aborderons un sujet qui est ô combien malheureusement d'actualité, hein, puisque c'est le contexte géopolitique de ces dernières années qui ont poussé un petit peu nos étudiants à se poser la question, c'est la souveraineté industrielle et la sécurité nationale avec les défis de la défense. Donc vous voyez que là, on passe à un autre sujet. Voilà, alors on vous invite d'ores et déjà à vous inscrire si ce sujet vous intéresse. Sinon, jusqu'au mois de juin, sur le site de l'IMT, vous pouvez trouver d'autres sujets, d'autres lives que nous vous proposons et vous inscrire d'ores et déjà. Et avant de conclure, simplement pour vous dire que il y aura un replay hein, voilà, de cette émission. Donc, vous le trouverez normalement disponible dès demain. Donc, pour les personnes qui sont inscrites, vous le recevrez via votre adresse mail. Sinon, n'hésitez pas non plus à aller sur la chaîne YouTube de l'IMT pour pouvoir simplement consulter ce replay-là et tous les autres. Voilà, bah, écoutez, nous vous remercions infiniment pour être restés nombreux et nombreuses avec nous jusqu'au bout. Et on espère vous avoir en tout cas répondu à toutes vos attentes et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci, au Merci. revoir. Au Merci revoir. beaucoup, au revoir. Au revoir.